Bienvenue dans Ça nous dit quoi, les vidéos où j'explique les thèmes des histoires des personnages d'Octopath Traveler 2 et leur lien avec le scénario principal. Aujourd'hui, on s'attaque à, pour moi, les deux plus gros morceaux du jeu parce que je trouve qu'il y a deux personnages qui ont beaucoup plus de raisons que les autres de pouvoir être considérés comme les personnages principaux du jeu, et il s'avère que c'est les deux derniers de l'ordre d'Octopath. Néanmoins, commençons par mentionner un détail que j'ai oublié de mentionner au cours de l'épisode précédent. Quand je parlais de la partie d'Agnea, j'étais si concentrée sur l'espoir et sur le rôle de Tansy dans le scénario principal que j'en ai oublié qu'Agnea est également, plus ou moins, la narratrice de l'histoire. Et oui, le début de l'histoire d'Agnea s'avère être la conclusion de l'épilogue du jeu, à savoir elle qui raconte l'histoire à un public. C'est probablement son plus gros argument en tant que protagoniste du jeu, en dehors du fait qu'elle représente son thème principal en soi. Sauf que j'irais dire que, plus que la protagoniste, je trouve que ça semble indiquer qu'elle est la narratrice. Tous les chapitres, après tout, débutent et terminent par un texte. Ne serait-il pas logique d'en conclure qu'Agnea est celle qui chante et récite ces textes ? Plusieurs illustrations, comme celle de l'OST, semblent également lui donner un certain rôle de barde. C'est donc mon interprétation de son rôle dans cette histoire. Maintenant que ce petit ajout est fait, nous allons parler du prêtre Téménos Mistral. Téménos ne se contente pas de ressembler à Himmel de Frieren, c'est aussi, en toute honnêteté, le personnage qui a le scénario le plus en lien avec le principal. Son personnage lié est Alcanet, la chef du culte de l'ombre lunaire qui tente de ressusciter Weed, et il passe son scénario à démêler les fils de ses machinations. En plus de ça, son scénario commence littéralement avec lui qui joue le combat entre Aelfric et Weed, ce qui représente un peu le fait qu'à la fin, lui et ses compagnons achèveront leur voyage en battant Weed également. Donc ouais, des arguments très solides, et en plus, si le thème du scénario de Téménos est la vérité, on ne peut nier qu'il s'agit d'un des scénarios les plus plongés dans le désespoir du jeu. C'est même d'ailleurs ironiquement ce désespoir constant qui ne le met qu'en deuxième position pour moi dans la liste des possibles personnages principaux, mais on y revient dans un instant. Le scénario commence par la mort du pontife. Causée par Alcanet, cette mort est ce qui entraîne tout le reste de l'histoire, la mort de la dernière personne en qui Téménos croit. On constate néanmoins que ce n'est pas la première fois que le désespoir touche Téménos. En effet, avant le pontife, il avait déjà perdu Roy, son meilleur ami porté disparu après avoir découvert des secrets enfouis qui lui ont fait perdre foi en certaines des pointures de l'église. Ça a rendu Téménos et le pontife particulièrement méfiants, incertains. Téménos a clairement mis pas mal de sa foi de côté aussi depuis cet événement. Et le pontife avait déterminé la véritable identité d'Alcanet, c'est pourquoi elle l'a fait tuer. Néanmoins, Téménos est tout de même attiré par les miettes de pain qu'elle a laissées et l'ignore donc superbement pour à la place partir s'occuper des hommes qu'elle a employés pour le faire, à savoir Vados l'architecte, lui-même envoyé par Caldena, elle-même manipulée par Alcanet. Et en parlant de Caldena elle-même, mais quel désespoir, mamma mia. La dernière survivante du clan Cal assiste au génocide de son clan, puis décide que les coupables sont non pas ceux qui ont tué ce clan, mais les dieux qui n'ont pas agi. Oui, c'est con comme un balai, et je suis pas une grande fan du personnage, mais thématiquement, c'est très intéressant. Cette perte de foi, cette plongée dans le désespoir, voilà ce qui l'a rendue si manipulable. Elle est devenue un monstre parce qu'elle a assisté au pire des traumatismes et que quelqu'un de mal intentionné lui a fait développer cette colère et cette perte. Elle a été incapable de passer au-dessus du passé, et peu importait les morts qu'elle se met sur sa route, tant qu'elle pouvait prendre le contrôle et anéantir ce qu'elle voulait absolument détruire. Et pourquoi c'est intéressant ? Mais parce qu'aussi sympathique soit-il en comparaison, Téménos est identique. Comme quoi, Téménos et Sroné, poteaux qui ne sont pas différents de leurs ennemis, les deux T, pas surprenant qu'on les fasse faire l'histoire croisée ensemble. Mais oui, Téménos ne se jette pas dans son voyage par altruisme héroïque ni rien dans le genre. S'il veut faire la lumière sur le meurtre du pontife, c'est en bonne partie parce qu'il ne pense pas pouvoir le pleurer sans le faire, mais aussi parce qu'il veut absolument accomplir sa volonté. Il en va de même pour son passage à Crevastri, qui est dû au fait de vouloir comprendre ce qu'avait déterminé Lucien, en comprenant qu'il a voulu laisser un message derrière lui. Et enfin, son dernier chapitre qui est une pure vengeance, même si elle s'avère être aussi pour le bien du monde. Téménos a perdu la foi, a sombré dans le désespoir, et ses motivations, en fin de compte, sont à peine plus altruistes que celles de Caldena. Il souhaite venger les gens qu'il a perdus, ni plus ni moins. Les seules personnes à qui il adresse sa colère du jeu entier sont les responsables de la mort de son dernier confident, après tout, et c'est de lui qu'on va parler maintenant. Parce que si Téménos va à l'encontre même de tous les messages qui semblent être indiqués par le jeu jusque-là, alors qu'est-ce qui le sépare de nos méchants ? Qu'est-ce qui représente l'espoir dans son scénario ? Crick. Crick Wellesley est le personnage du scénario de Téménos qui représente l'espoir. Il est celui qui a évolué, qui a quitté le passé et l'a laissé derrière lui, qui est capable de rebondir même après un coup qui avait tout pour le détruire. Il a quitté sa famille corrompue pour devenir chevalier de l'ordre sacré. Quand l'ordre s'avère être possiblement corrompu,
il décide de continuer à tout faire pour apporter le bien. Le compagnon de Téménos est l'incarnation des messages du jeu, d'une certaine façon. Ce refus d'abandonner l'intégrité et de sombrer aux ténèbres même quand tout se ligue contre ce choix. Sa foi est pure, sa bonté sincère. Si on ne peut avoir foi en tout le monde ou en les dieux, on peut avoir foi en un être si sincèrement bon. Et c'est pourquoi quand il meurt, l'espoir meurt dans le scénario de Téménos aussi. Téménos ne se remet jamais complètement de cette mort. Ça se voit au fait qu'il est furieux face à Kubari, qu'il hurle face à Caldena, qu'il soit incapable de ne pas montrer sa rage devant Elkanet. En fin de compte, peut-être que la seule raison pour laquelle Téménos ne sombre pas face à Weed après cet événement, c'est que ceux qui sont responsables sont les serviteurs de Weed. Et contrairement à Caldena, il sait de qui il s'agit, il peut se débarrasser de ceux-ci. Une autre possibilité serait que sa colère le garde en sécurité. Après tout, les serviteurs de Weed ne semblent jamais vraiment en colère, ils sont plutôt désabusés et cryptiques. Ma dernière théorie serait que c'est son lien direct avec Aelfric qu'il protège, en tant que prêtre élu, mais je trouve qu'elle est un peu moins intéressante. Toujours est-il que l'espoir meurt dans le scénario de Téménos, et que si cet espoir est vengé, cette vengeance n'a que réglé quelques problèmes et n'attaque définitivement pas à la source. La fin de son scénario nous montre bien que rien n'est résolu, et qu'il sait que ce n'est pas terminé. Ce qui est un autre argument qui le présenterait en tant que personnage principal, mais accentue surtout la dissonance qu'il y a entre son histoire et ce que disent les autres. Il nous reste Hort, le meilleur ami de Crick, le rescapé qui décide de reprendre le flambeau de son ami, mais qui n'a rien de sa lumière ou de sa proximité avec Téménos pour arrondir les extrémités brisées de cette perte qui se fait ressentir cruellement au niveau de ce scénario. En fin de compte, ce qui est fascinant avec le scénario de Téménos, c'est qu'il a une quantité phénoménale d'arguments pour être considéré comme le scénario principal, notamment quand on voit son lien avec le thème du désespoir, sa fin en cliffhanger, et son début qui reflète la fin. Mais c'est cette dissonance, cette brisure avec ce que nous raconte le jeu lorsque Crick meurt, qui l'empêche pour moi d'être le héros principal. Presque comme si les dieux avaient voulu que Téménos et Crick soient les héros, et que Caldena, dans son désir de vaincre les 10 dieux, leur avait arraché ce destin, en tuant Crick, et en retirant à Téménos son unique chance de réellement retrouver la lumière, et l'empêchant d'être le héros de l'histoire. Enfin, non pas qu'il ne fasse pas partie des héros finaux, on s'entend bien. En fin de compte, Téménos n'a pas une fin heureuse. Si on peut espérer qu'il trouve la paix à l'avenir, à la fin, Téménos est seul. Il n'a plus rien. Plus de Pontifjord, plus de Roy, plus de Crick, et plus de Mint. Pour un jeu doux amer, mais aussi empli de pouvoir de l'amitié et d'espoir, c'est une fin presque aberrante. Fascinante, mais aberrante. Ce n'est pas le genre de fin qu'on réserve à son personnage principal. Passons donc à celui qui, pour moi, a le plus d'arguments, le dernier personnage de notre liste, Hikariku, l'épéiste. Commençons avec le thème d'Hikari, celui après lequel est nommé son thème musical, à savoir le fait d'être roi. C'est en effet le but de son scénario, mais plus encore, son but est de retrouver son foyer. Que le pays où il a grandi, le pays atroce et violent, qui est à la source de tant de malheurs, mais tout de même le pays de son cœur est celui où il a rencontré ses amis. Et en parlant de ses amis, ce n'est pas vraiment une révélation si je vous dis que le scénario d'Hikari tourne autour d'une morale shonen type pouvoir de l'amitié. Hikari souhaite retrouver ses compagnons pour que ceux-ci le rejoignent et l'aident à reprendre son pays. Et je n'ai jamais trop caché le fait que ça m'exaspère que ce garçon ait les pires amis du monde qui tous le trahissent car ça chie pas mal sur cette thématique. Mais la vérité, c'est qu'en fin de compte, ces gens n'ont pas à être des personnes exceptionnelles. Ce qu'il faut, c'est juste qu'Hikari croit qu'ils en vaillent la peine. Il doit croire en eux, car il ne croit pas en lui-même. C'est le moment d'aborder un autre thème du scénario d'Hikari, parce que vous allez voir qu'il y en a pas mal de différents. Et ce thème, c'est la lutte entre les ténèbres et la lumière. Le jeu n'est pas très subtil à ce sujet, il s'appelle Hikari, ce qui veut dire lumière, et son frère, son ennemi, manie l'épée noir sang, tandis que les ennemis principaux veulent amener la nuit. C'est sûrement la personne la plus bébou gentille qui soit, Ritsu mentionne un moment qu'il est éblouissant, tout ça, mais sa malédiction est noire de jet et l'entraîne dans un monde obscur pour le détruire. D'ailleurs, cette malédiction est à la source de sa capacité spéciale, sombre obscur, qui devient éclat de lumière quand il arrive à la conquérir. Nous sommes vraiment sur la quintessence du combat lumière contre ténèbres ici, et c'est une autre des raisons qu'il a pour être vu comme le personnage principal. Il incarne la lutte du scénario principal, à lui seul. Mais cette malédiction, cette atrocité qui s'est déclenchée le jour de la mort de sa mère, est la raison pour laquelle il a besoin de croire en les autres. Il ne peut croire en lui quand il pourrait perdre le contrôle comme ça n'importe quand. Alors oui, sa lame sert ses compagnons. Elle servira les idéaux de Kazan, même si ceux-ci ne sont pas ce que pense Hikari. Elle servira à Jaimei,
qui reprendra foi et courage également grâce à lui, et elle servira les rêves de Ritsu, même après la mort de celui-ci. Et lors du chapitre final, elle servira à ses compagnons, les autres voyageurs, contre Weed, mais à cet instant, il n'a plus besoin de se reposer sur les rêves et espoirs des autres pour se donner la force et la légitimité d'avancer. Il a vaincu la malédiction des queues, ce que personne d'autre n'avait su faire. Il a déjà permis à la lumière de vaincre les ténèbres une fois, et pas n'importe quelle ténèbre, celle au sein de son propre cœur. Ceci dit, cette lutte entre lumière et ténèbres n'achève pas les thèmes du scénario d'Ikari, et oui, c'est là qu'on va parler du thème principal du jeu, à savoir le désespoir, et la façon dont il est abordé dans le scénario d'Ikari, à savoir à travers le prisme du changement. La situation de Queue est loin d'être idéale. Cette nation guerrière tyrannique a anéanti une quantité innombrable de vies, et cette guerre ne se fait pas qu'au mépris de leurs voisins, mais aussi au mépris de leurs propres citoyens. Comme on peut le voir dans le chapitre 3, seuls les combattants ont la moindre autorité, les moindres droits à Queue. Un soldat peut commettre des atrocités et tuer un marchand innocent sans raison, juste parce qu'il en avait envie. Les citoyens vivent dans la peur et le ressentiment de la famille royale, et certains, comme Ritsu, feront tout pour se sortir de cette misère, mais tous sont résignés à la stagnation d'une certaine façon, au fait que la situation ne peut pas changer, que tout ce qu'ils peuvent faire, c'est endurer et tirer avantage de celle-ci. Un peu comme dans le scénario de Throne, mais avec en général moins d'opportunisme. Raimei en est un exemple frappant. Jinmei est lui-même tombé dans le désespoir lorsqu'il a dû choisir entre le clan et son ami et élève. Un choix terrible qui a poussé à la mort d'une femme qui n'avait jamais voulu faire que le bien, puis la sienne dans l'espoir d'épargner l'enfant à qui il a tout pris. Et Raimei a vu tout ça, et a toujours su qu'elle ne pouvait pas se permettre de faire passer ce qu'elle aimait avant son clan. Cette responsabilité est ce qui la pousse vers le désespoir, car elle voit ce qui arrive à son frère, et n'envisage jamais de pouvoir changer les choses. Pour elle, la situation est identique, et le restera. Elle et Ritsu sont assez similaires de ce point de vue-là, que les a forcés à transformer leurs idéaux en la pire version de ce qu'ils auraient pu devenir. Ils ne sont pas des habitants de Queue, mais les gladiateurs du chapitre 2 restent également un exemple tout aussi fort. Ils n'ont aucun espoir de s'en sortir. Ils ne font que continuer à se battre et s'entretuer pour survivre, puisque la défaite signifie la mort et qu'ils n'imaginent pas pouvoir s'en sortir un jour. Leur misère est un microcosme du problème de Queue, de la violence, le désespoir et la détresse dans laquelle le pays s'est bloqué, comme s'il fallait justement que Hikari regarde ça à plus petite échelle et entreprenne de le changer avant d'envisager de faire la même chose à plus grande échelle dans son pays. Mugen lui-même n'est pas exempté de ce désespoir, et cette certitude comme quoi les choses ne peuvent pas changer. Il a été poussé à sa destruction par la malédiction de Durkes et n'a jamais saisi pourquoi Jigo, son père conquérant, s'est mis à désirer la paix. Pour lui, le statu quo est le destin. Ce n'est pas juste une impuissance face à la situation, c'est ce qui devrait être, car c'est ce vers quoi la malédiction le pousse. Et la malédiction est immuable. Du moins c'est ce qu'il croit. Il est absolument abasourdi de voir Hikari capable de repousser celle-ci, car Mugen non plus ne croyait pas à la possibilité du changement, à la possibilité de rejeter ce que lui pensait immuable. Et Kazan... Bon, on reparle de Kazan après, d'accord ? Car en fin de compte, ce qui permet à Hikari d'éviter de tomber dans ce même désespoir, cette même résignation comme quoi les choses ne peuvent pas changer, eh bien c'est peut-être bien justement le fait que Mugen le chasse de Queue. Certes, Hikari est un personnage de Kingdom Hearts, une magical girl, tout ce que vous voulez, mais quand on le voit le soir de l'insurrection, il n'avait jamais envisagé de faire plus qu'aider la population de la ville. Il ne comptait pas changer les choses. Jigo fait le premier pas en le désignant comme son héritier, mais c'est Mugen, en l'exilant et en montrant à quel point il n'est pas fait pour être roi, qui pousse Hikari à désirer le changement. C'est en aidant les gladiateurs de Buto-Sage qu'il commence à concevoir le changement qui sauvera son royaume. C'est son besoin de sauver son peuple qui l'empêche de sombrer dans le désespoir, et ce faisant, il arrive à entraîner ce changement avec lui. Il libère les gladiateurs, et il libère Raimei de ses chaînes. S'il ne parvient pas à faire changer Ritsu, nous ne sommes pas dans un catéménas. Ritsu ne représente pas l'espoir, il représente le refus de changer les choses, ou plutôt la sensation d'incapacité à les changer. Il est l'ombre d'Hikari encore plus violemment que ne l'est la malédiction. La malédiction, d'ailleurs, est intéressante à observer également. Car si elle sert un peu de méchant cliché qui veut tuer des gens parce qu'elle aime ça, c'est quelque chose qui est hérité depuis des générations. Ils l'ont tous eu, l'un après l'autre, toute la famille Queue. Et la quantité de sang versé pèse toujours davantage sur la génération suivante. Une forme de traumatisme générationnel en soi. Et c'est peut-être ça aussi qui pousse à ce point Mugen vers la destruction. Et c'est la capacité d'Hikari à refuser ce destin qui fait de lui le héros de ce scénario. Entouré de gens qui cherchent le contrôle, que ce soit celui de leur situation, celui du royaume ou celui d'Hikari tout simplement, Hikari est le seul à ne jamais chercher à contrôler les autres. Et ce faisant,
il est celui qui parvient à faire changer les autres d'avis aussi. Le contrôle, c'est surcoté. Et en parlant de contrôle, parlons de Kazan, Oboro. Mon dernier argument pour Hikari en tant que personnage principal de ce jeu, c'est Oboro. Le personnage en lien avec l'histoire principale dans ce scénario est l'un des 3 proches amis d'Hikari. C'est son stratège, son homme de confiance, même si aussi le seul avec qui il n'est pas toujours courtois, parce que bon, Kazan l'a jeté sur une arène sans lui demander la permission. C'est aussi le dernier de nos adversaires que nous confrontons, celui qui se sacrifie pour faire revenir Weed, et son dialogue final est bien plus fort quand le personnage que l'on a choisi au début de l'histoire est Hikari. Et l'autre réalité, c'est qu'Oboro est la seule personne de l'histoire qui arrive à contrôler Hikari. Mais il est aussi celui qui lance Hikari sur la voie qui l'empêche de succomber. Kazan connaît Hikari sur le bout des doigts, et c'est d'ailleurs probablement pour ça qu'il n'a pas commencé par l'utiliser, lui. Parce que Hikari n'est pas simple à contrôler. Il est manipulable, mais ce n'est pas facile comme Mugen, qui est gouverné par sa violence et sa soif de sang. Le problème, c'est qu'après avoir aidé Mugen à s'emparer de Queue, celui-ci a refusé d'abandonner la lame noir sang, qui était précisément la raison pour laquelle Oboro avait renversé Queue. Il voulait s'emparer de cette arme pour pouvoir éteindre une des flammes sacrées et faire revenir Weed. Est donc venu le plan B, Hikari. Contrairement à Mugen, Hikari avait confiance en Kazan et n'avait aucun intérêt envers la lame noir sang, donc il serait bien plus simple de la lui subtiliser, mais le mettre dans cette position serait autrement plus compliqué et il faudrait qu'il ne se doute de rien. Or, Hikari a peut-être l'air naïf, mais ce n'est pas vraiment le cas. Il a juste beaucoup trop foi en les autres, et choisit de leur laisser beaucoup trop de chance. Il savait parfaitement que Jinmei était responsable de la mort de sa mère, mais il a quand même fait confiance à Raimei pour faire le bon choix, par exemple. Sa façon de récupérer des informations est de soudoyer les gens, bon sang. Hikari n'a rien de naïf, tout est un choix. Et d'ailleurs, c'est avec Kazan qu'il est le moins agréable, justement parce qu'il sait que celui-ci est un manipulateur. Alors Kazan trouve une armée pour reconquérir Queue. Une armée que Hikari pourra recruter juste en étant lui-même et sans voir la tromperie venir, car il verra des gens qui souffrent et qu'il peut aider. C'est une réussite critique et avec ça, Kazan peut envoyer Hikari récupérer des armes, ce qui provoque la mort d'un général de Queue et rend leur invasion plus facile. Là où Hikari est imprévisible, c'est que Kazan n'a même pas le temps de prévenir Raimei du plan que Hikari s'est déjà rendu là-bas. Il s'en sort, et fort heureusement car sinon tout le plan d'Oboro tombe à l'eau, mais il n'empêche qu'on devine que c'est lui qui donne à Raimei la poussée nécessaire pour les rejoindre pour de bon. Et avec ça, félicitations, Hikari est sur le trône de Queue, et donc Oboro peut s'emparer de son objectif sans le moindre problème. Mais pour ce faire sans que Hikari ne s'en rende compte, il a fallu libérer une armée et un peuple, amener une ère de paix dans la région. Tu ne peux pas manipuler quelqu'un comme Hikari sans faire énormément de bonnes choses au passage. Et en soi, ça ne gêne pas Oboro, car si Oboro est un ennemi qui compte apporter la nuit éternelle et la mort sur ce monde, ses idéaux ne sont pas complètement opposés à ceux d'Hikari, et il est clair qu'il respecte énormément celui-ci, bien plus qu'il ne respectait Mugen ou le roi Jigo. Il continue de le considérer comme son seigneur, même après sa trahison, et lui promet même que le monde dont il rêve, un monde où le sang ne sera plus jamais versé, arrivera bientôt. Car en fin de compte, Oboro est un être qui a été créé par le malheur et la misère, et ce qu'il souhaite plus que tout, c'est que personne ne traverse le même genre de choses que lui. Et en soi, Hikari partage ce souhait. Il est donc si simple de croire en la bonne foi d'Oboro quand il dit ce genre de choses. Mais Hikari a toujours foi en l'humanité, car il a fréquenté le meilleur de Queue, les habitants ordinaires, ceux qui sont solidaires et qui survivent en s'entraidant. Alors qu'Oboro a vu son pire, ses armées, ses conquérants, ses nobles et ses stratèges. Il souhaite la même chose, et c'est pour ça qu'Oboro sait manipuler Hikari. Il le dirige vers un avenir qu'ils désirent tous les deux. C'est quand leurs idéaux commencent à s'opposer qu'il ne peut plus le manipuler. Et c'est pour ça que la confrontation finale est entre eux. Oboro n'a jamais pu sortir de son désespoir. Hikari, lui, en est sorti avec la tête de sa malédiction sur une pique. C'est une tragédie, mais elle a un triste sens. Oboro a su contrôler Hikari temporairement à travers son espoir, et d'une certaine façon, il lui en a donné trop. Il l'a tellement placé à l'opposé de son propre désespoir que c'est ça qui a permis à Hikari d'évoluer et devenir cet agent du changement qui sera la perte de Weed en personne. Il a créé son propre ennemi, d'une certaine façon. Je pense qu'après tout ça, vous comprenez pourquoi je considère qu'Hikari est le personnage qui a le plus de raisons d'être vu comme le personnage principal du jeu. Pour ne pas aider, il y a clairement des tas de choses qui ont été abandonnées au sujet du personnage qui devaient être encore plus explorées à l'origine, et on peut voir à son omniprésence dans l'artbook qu'il est clairement le personnage autour de qui ils ont fait tourner le jeu. Mais bien sûr, c'est aussi avec la façon dont il incarne le thème du jeu qu'il est particulièrement fascinant à explorer.
car c'est quelque chose qui se transpose profondément au monde réel. L'impression de choses qui ne peuvent changer, qui ne changeront pas. Le désespoir de la stagnation et des situations qui empirent. Des pensées noires qui nous font nous tourner vers la violence dans l'espoir d'enfin pouvoir avancer. Et finalement, c'est en acceptant et en aidant les autres, en répandant l'espoir, qu'on en obtient soi-même. L'espoir est une flamme. Et l'espoir d'améliorer les choses est ce qui nous permet, quels que soient les obstacles, d'aller de l'avant et d'enfin changer notre vie. Merci d'avoir suivi cette suite de vidéos mes petits lions, et merci à mes adorables patrons. C'est pour l'instant la dernière vidéo sur Octopath Traveler 2 qui était prévue sur cette chaîne. Ce n'est pas dit que ce serait la dernière, on verra si d'autres sujets me viennent en tête, mais en tout cas j'étais ravie de faire cette petite suite. Allez, n'oubliez pas de nourrir l'algorithme, et à bientôt à tous.